Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NSH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podcast Monsieur Thibaut Fiolet, doctorant en santé publique à l'Université de Paris-Saclay, mais également fondateur du site internet quoddansmonassiette.fr et de ses réseaux sociaux associés. Bonjour Thibaut. Bonjour. Donc, Thibaut, si je t'ai invité sur ce podcast, c'est parce que j'aimerais aborder avec toi ton sujet de thèse qui s'intéresse à l'exposition alimentaire de polluants organiques persistants et le risque de cancer du sein chez la femme, mais également de mortalité dans la cohorte européenne EPIC. D'où ma première question. Qu'est-ce qu'un polluant organique persistant et sur quel polluant organique vas-tu te concentrer sur ta thèse? Du coup, un polluant organique persistant, c'est des contaminants qui sont caractérisés par quatre grandes propriétés. Donc, une première propriété, c'est une toxicité par rapport à l'homme et environnementale. Ensuite, c'est des contaminants qui peuvent s'accumuler dans les organismes parce qu'en fait, ce sont des composés lipophiles qui vont donc s'intégrer dans les tissus adipeux des organismes. Et ça va également s'accumuler au sein de la chaîne alimentaire. Donc, on peut en retrouver dans tout ce qui est poisson. Ensuite, ça se retrouvera dans notre assiette, en fait. C'est également des composés qui peuvent migrer sur de grandes distances. Donc, on a retrouvé justement ces polluants organiques persistants que je vais abréger en POPs dans des lieux qui sont inhabités, que ce soit dans des déserts, dans des zones arctiques. Et du coup, ils peuvent migrer parce que c'est des composés qui sont plutôt semi-volatiles et qui vont avoir tendance à se volatiliser dans les régions un peu plus chaudes et s'accumuler dans les régions plus froides. Et donc, en fait, ils vont se déplacer à travers les courants atmosphériques. Et c'est également des composés qui sont extrêmement persistants, donc avec un temps de demi-vie qui est vraiment long, de quelques mois à plusieurs années pour certains composés. Et donc, parmi ces composés, euh, parmi ces POPs, on peut retrouver les dioxines et les polychlorobiphényles. Donc ça, c'est des composés qui sont créés lors de réactions de combustion de matière organique. Par rapport au PCB, les polychlorobiphényles, c'est également des composés qui étaient utilisés dans les années 70 et un peu avant pour leur propriété isolante dans les transformateurs électriques, par exemple, dans certaines peintures en tant qu'additifs. On en retrouve également dans certains en tant que résidus de pesticides également. Et en fait, c'est des composés qui ont été ensuite interdits dans les années 70 pour des raisons de toxicité. Et tous ces polluants organiques persistants, ils sont réglementés par une convention internationale qui s'appelle la Convention de Stockholm, qui a été du coup ouverte en 2001 et en 2017, elle était déjà ratifiée par 181 pays. Mais du coup, cette convention a eu lieu en 2001 et on a commencé du coup à interdire au niveau un peu plus international la production et l'émission de certains de ces contaminants organiques persistants. Et du coup, on retrouve également les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans ces POPs. On a également certains pesticides qui sont dits organochlorés, parce qu'en fait, c'est des pesticides avec des atomes de chlore. Et en fait, la liaison carbone-chlore est vraiment résistante. C'est ce qui fait également que ces polluants sont résistants à la dégradation thermique, mais également microbiologique ou même lumineuse. C'est pour ça qu'elles ont un temps de demi-vie vraiment long. On retrouve également parmi ces contaminants tout ce qui est PBDE. Donc là, c'est les polybromodiphényléthers. Donc ça, c'est également d'autres produits qui sont souvent utilisés pour ignifuger les matières plastiques ou les textiles. Et on a également tout ce qui est composé perfluoré. Donc ça, c'est des POPs qui sont un peu plus émergents, donc qui ont été réglementés un peu plus récemment. Donc c'est tout ce qui est composé perfluoré. Et en fait, c'est pour les mêmes raisons. C'est des molécules qui ont des atomes de fluor et dont on sait elles sont un peu toxiques et elles sont également persistantes. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ces polluants se retrouvent dans notre alimentation? Donc en fait, ces polluants se retrouvent dans l'alimentation parce que ce sont des composés lipophiles. Donc, en fait, ils vont s'intégrer au tissu adipeux dans les organismes.
Donc, c'est pour ça qu'on les retrouve principalement dans les produits d'origine animale. Donc, tout ce qui est produits laitiers, poissons et viande, donc dans tout ce qui contient de la matière grasse. On en retrouve des fois un petit peu également dans les produits végétaux, mais en fait, euh, on les retrouve dans ces produits végétaux par dépôt atmosphérique, en fait. Donc, mais normalement, on en retrouve beaucoup moins que dans les produits d'origine animale. Et en fait, c'est des substances qui vont s'accumuler au cours de la... C'est des substances qui vont s'accumuler au sein de la chaîne alimentaire. Donc, que ce soit du phytoplancton, dans les poissons, les mammifères. Et donc, il y a des études, par exemple, qui ont montré qu'on avait une corrélation entre les niveaux trophiques, donc c'est un peu les niveaux des différentes espèces, et les niveaux de concentration en PCB, par exemple. Et donc, ça témoigne en fait d'un effet de bioaccumulation au sein de la chaîne alimentaire. Et par quel mécanisme ces polluants organiques sont nocifs pour la santé? Du coup, il y a certains de ces composés qui sont cancérigènes pour l'homme. Donc, on a plusieurs types d'expositions pour ces contaminants. On a des fois des expositions qui sont de type accidentel ou professionnel. Donc, on a eu des empoisonnements de masse avec les polluants organiques persistants, donc surtout avec les PCB et les dioxines. Il y a par exemple l'incident de Seveso qui est connu, qui est arrivé en 1976 en Italie. Donc, une usine de produits chimiques qui a explosé et qui a libéré la dioxine TCDD, donc la 2,3,7-tétrachlorodibenzo-P-dioxine, donc c'est la dioxine de Seveso, et qui l'a libérée dans l'atmosphère. Et après, on en a retrouvé partout à côté, en fait, donc dans les villes, etc. Et du coup, on a découvert que, par exemple, il y avait des enfants qui avaient des problèmes de chloracné. Il y a eu également une augmentation de l'incidence de certains cancers, donc tout ce qui est lymphome non-Hodgkinien, d'autres lymphomes, des leucémies, par exemple. Et on a également retrouvé ce même type d'effet toxique aigu, donc c'est lors d'une exposition accidentelle de ce type-là, avec par exemple la guerre du Vietnam avec l'utilisation de l'agent orange, donc un herbicide qui contenait des résidus de dioxine. Mais on a également retrouvé ça avec des accidents d'empoisonnement alimentaire à la dioxine au PCB dans des produits animaux. Donc par exemple, il y avait une crise sanitaire en Belgique, en France, avec des poulets qui avaient été empoisonnés aux dioxines et au PCB. Donc, dans les effets aigus, on peut retrouver ces effets cancérigènes, également reprotoxiques pour certaines substances. Donc, les PCB et les dioxines sont cancérigènes pour l'homme, d'après le Centre international de recherche contre le cancer. C'est la même chose pour les HAP, également le pesticide dieldrine, l'oxychlordane ou le pesticide DDTE. Donc, par exemple, le pesticide DDT, il était associé à un risque accru de cancer du foie, du poumon et de lymphome. Donc, on a également étudié l'incidence, donc la survenue des cancers dans des populations qui sont exposées de façon professionnelle à ces substances-là. Donc, tout ce qui est, par exemple, les agriculteurs qui épandent des pesticides. Enfin, maintenant, les pesticides organochlorés sont interdits depuis plusieurs années, mais il y a une époque, ils étaient utilisés. Et maintenant, d'ailleurs, le pesticide DDT est des fois utilisé dans certains pays pour faire un traitement de masse contre le paludisme, pour éliminer les moustiques. Donc, ça a également certains avantages, mais ça a de gros impacts en termes de toxicité également environnementale. Et il y a également certains POP, donc les PCB, certaines dioxines qui étaient associées à un risque de cancer du sein. Et donc, on a un peu moins d'informations sur tout ce qui est exposition en population générale. Donc, en population générale, l'exposition elle est différente d'une exposition professionnelle, puisqu'en exposition professionnelle, c'est plus par inhalation, par la peau, ou des fois des injections de type aigu. Et en population générale, la principale voie d'exposition, c'est vraiment la voie alimentaire. Donc, et pas du tout, enfin, beaucoup moins la voie atmosphérique, par exemple. Et donc, c'est la voie alimentaire parce que ces contaminants s'accumulent dans les produits qui contiennent du gras. En population générale, on a un petit peu moins de données parce que c'est compliqué d'avoir des données sur ces contaminants. Ça coûte assez cher de faire les analyses chimiques dans les aliments.
pour voir les niveaux de contamination. Et ensuite, il faut relier ces niveaux de contamination avec les consommations alimentaires des gens. Et donc ça, on peut faire ça dans des études de cohorte. Donc c'est ce qu'on fait dans l'étude EPIC. Donc c'est une étude lancée par le Centre international de recherche contre le cancer, où on a les consommations alimentaires de 500 000 personnes. Et le but de mon projet de thèse, c'était d'estimer l'exposition à ces polluants en combinant les données de consommation alimentaire de la cohorte européenne EPIC avec les niveaux de contaminants au niveau européen qui proviennent des systèmes de surveillance, parce qu'en fait, on travaille avec l'EFSA, qui est l'Autorité européenne de sécurité alimentaire. Et donc, c'est assez compliqué d'avoir des estimations alimentaires par rapport à ces polluants. On peut également faire des mesures dans le sang ou dans les tissus adipeux ou dans le sang, c'est dans le plasma et le sérum. Mais en fait, ça, c'est extrêmement coûteux et compliqué à mettre en place parce que faire une prise de sang sur 500 000 personnes, c'est clairement impossible. Donc, on fait ça souvent sur des échantillons beaucoup plus petits, une centaine ou un millier. Et donc, on peut également évaluer cette exposition qui est interne. Et une des différences quand on étudie ces pesticides, ces contaminants dans le sang, c'est qu'en fait, on ne peut pas savoir la source et l'origine de l'exposition de ces contaminants. Donc, en fait, les contaminants qu'on va mesurer dans les tissus adipeux, bah, ce sera peut-être la somme de l'exposition atmosphérique et également alimentaire et par voie cutanée, par exemple. Pour revenir à ta thèse, donc pourquoi avoir choisi spécifiquement d'étudier le lien entre ces polluants organiques persistants et le cancer du sein? Donc pourquoi ce type de cancer et est-ce qu'il y a d'autres liens avec d'autres maladies chroniques? Moi, ce qui m'a intéressé sur ces contaminants par rapport à, je ne sais pas, si on prend le glyphosate par exemple, le glyphosate, il est très rapidement métabolisé et il n'est pas du tout persistant. À la différence des pesticides organochlorés qui, eux, vont rester dans l'organisme vraiment longtemps et s'accumuler avec des effets vraiment toxiques prouvés. Et quel est le lien en fait avec le cancer du sein? C'est que le cancer du sein, c'est un cancer dit hormonodépendant. Donc, il existe plusieurs types de cancer du sein. Donc, ça dépend un peu des récepteurs hormonaux exprimés par les tumeurs dans le cancer du sein. Donc, on a par exemple des cancers du sein qui vont exprimer des récepteurs hormonaux de type oestrogène ou progestérone. Et donc, ils vont réagir aux hormones, mais également aux substances, aux contaminants qui ont une structure chimique qui ressemble à ces hormones. Et en fait, si je prends l'exemple des PCB ou des dioxines, elles ont une structure un peu cyclique qui ressemble aux hormones œstrogéniques. Et donc, elles peuvent un peu imiter l'effet de certaines hormones. C'est pourquoi on parle de perturbateurs endocriniens qui vont donc avoir un effet sur, des fois, des effets reprotoxiques, par exemple, sur la reproduction, des choses comme ça assez vastes. Et donc, on sait que ça a un effet... donc, ça peut avoir des effets hormonaux. Ensuite, il y a aussi des substances qui peuvent avoir des effets, cette fois-ci, cancérigènes. Donc, c'est tout ce qui est génotoxicité. Donc, par exemple, des substances qui peuvent s'attaquer à l'ADN ou s'accrocher à l'ADN et former des aduits. Tu as également des mécanismes de toxicité spécifiques aux dioxines et polychlorobiphényles. Donc, elles peuvent se fixer à un récepteur qui s'appelle AHR pour aryl receptor. On sait que c'est un récepteur qui est impliqué dans la toxicité, y compris sans doute des effets cancérigènes ou de perturbateurs endocriniens. Après, par rapport à la question sur d'autres maladies chroniques, il y a également certains polluants, il y a certains polluants organiques persistants, comme les composés perfluorés, par exemple, qui ont montré des associations également avec le diabète de type 2. Mais il y a pas mal ça a été surtout étudié par rapport au cancer en exposition professionnelle et en population générale, ça a été un petit peu moins étudié parce que souvent on n'a pas les données. D'accord. Et dernière question, as-tu des pistes pour réduire cette exposition alimentaire à ces polluants organiques? Bah, je pense qu'en fait, le plus simple pour réduire son exposition aux contaminants de manière générale, c'est vraiment de varier son alimentation pour, entre guillemets, varier les sources d'exposition aux contaminants. Alors, on sait que, par exemple, ces polluants organiques persistants sont principalement retrouvés dans les produits animaux.
Après, ça ne veut pas forcément pour autant dire qu'il faut supprimer tous les produits d'origine animale parce que c'est également des sources intéressantes en termes de protéines, même si bien sûr on peut retrouver des équivalents protéiques dans les légumineuses ou les produits céréaliers complets par exemple. Mais par exemple pour le poisson, on sait que le poisson c'est également une source d'oméga 3, également de protéines de bonne qualité. Mais d'un autre côté, on sait que c'est également vecteur de ces polluants, également de certains métaux lourds, et que pour les poissons gras en tout cas, il faut mieux limiter sa consommation peut-être à 2 fois par semaine. Enfin, je pense que la meilleure solution, c'est tout simplement de vraiment varier ses sources alimentaires et de manger de tout. Certaines recommandations préconisent de manger des petits poissons qui ne sont pas forcément des prédateurs, donc des sardines, des anchois. Oui, oui, c'est ça. C'est ça parce qu'en plus, du coup, si tu prends pas les poissons prédateurs, tu as peut-être moins l'effet de bioaccumulation parce on retrouve le C'est même ça. problème pour les métaux lourds, le mercure. Et après, il y a peut-être des gens qui vont se poser des questions par rapport au bio et les liens entre les polluants organiques persistants et le bio. C'est pas forcément très connu. Je sais que normalement, les méthodes bio vont pas forcément avoir un impact sur les niveaux de contamination de ces polluants parce qu'en fait, c'est des polluants qui s'accumulent au cours du temps et qui sont indépendants des usages, enfin des actifs. Enfin, c'est Indépendant des pesticides utilisés dans c'est ça, l'agriculture. exactement, c'est ça. Comme le bio, c'est interdire les pesticides de synthèse, bah, on va dire que ça n'a rien à voir avec les dioxines ou les PCB qui vont flotter dans l'air et retomber ou s'accumuler au sein de la chaîne alimentaire. Donc on en retrouve sans doute autant dans le bio que dans le non bio. Mais en tout cas, ces polluants sont interdits depuis maintenant 20-30 ans pour la plupart, mais on en retrouve encore maintenant et le Centre international de recherche contre le cancer estimait que quasiment tout le monde a des dioxines et des PCB dans son organisme. Eh bien, c'est très rassurant. Après, je pense que c'est important d'avoir en tête que c'est une exposition, en tout cas en population générale, à faible dose. Donc, il y a peut-être un risque chronique. Et on sait que, par exemple, pour tout ce qui est perturbateur endocrinien, il y a l'effet de la faible dose qui est étudié parce que des fois, à faible dose, on peut avoir également certains effets toxiques, mais que le niveau de risque n'est pas forcément, enfin, il n'est pas forcément si élevé non plus. Enfin, il ne faut pas non plus s'affoler. De toute façon, on ne peut pas non plus Oui, faire c'est ça. grand-chose. Il faut différencier la toxicité intrinsèque à la molécule et l'exposition. C'est ça. Et puis également, quand on évalue, je ne sais pas, son risque de maladie chronique, il faut prendre en compte ces contaminants, mais également tout ce qui est facteur alimentaire, le mode de vie. Donc, c'est un peu un tout. Tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette interview. Merci à toi pour ton temps et je te Ben, souhaite merci bon pour courage l'invitation. pour la suite de ta thèse. Et Merci. pour ceux qui ne connaîtraient pas Thibaut, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux, quoidansmonassiette.fr et tous ses réseaux sociaux associés. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nutrition Sport Health, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. À la prochaine!